jugement. Ils sont présents à titre documentaire et il n'est pas possible d'en tirer la moindre conclusion. Donc il y a une hiérarchie qui est très stricte et quand un essai clinique respecte en principe ces critères, on peut dire que c'est un bon essai clinique avec un bon niveau de preuve. Alors, le rappel des faits. Donc, en 1997, Merck dépose en fait déjà une première demande pour son vaccin monovalent. C'est celui qui est dans le protocole 005 dont a brièvement parlé Jean-Pierre Spinoza. En 2000, il soumet pour le vaccin quadrivalent, c'est-à-dire le Gardasil tel qu'on connaît actuellement. Et Merck dépose une demande disant non seulement on voudrait homologuer un vaccin quadrivalent, mais on veut quelque chose qui ne s'est encore jamais fait. On veut ce qu'on appelle une fast track pour ce vaccin. Une fast track, c'est en fait une procédure qui a été mise au point aux États-Unis. Le cas fondateur, c'était en fait les premiers médicaments qu'il y a eu contre le sida, en disant ok, on accepte des études de moins bon niveau de preuve avec moins de résultats, mais parce qu'on n'a rien d'autre en fait pour venir en aide aux malades du sida, donc on va leur mettre ça à la disposition. Et il y a certains traitements contre le cancer aussi qui sont utilisés en disant bon bah on renonce à un moins bon niveau de preuve pour pouvoir mettre ces thérapies plus rapidement à disposition. Mais aucun vaccin dans l'histoire de la médecine n'avait fait l'objet d'une fast track. Alors Merck dit pour le Gardasil, on aimerait une fast track. Donc pour pouvoir le comité, le VRPBAC, donc le comité des vaccins, devait se prononcer là-dessus en 2001 et il devait également dire bon, quels sont les critères cliniques que l'on veut et qu'est-ce qu'on veut que vous réussissiez à montrer dans vos études pour qu'on entre en matière sur une homologation plus rapide. Donc la FDA a eu un pouvoir codécisionnel dans le design des essais cliniques qui était très très important. Alors, en 2001, ces discussions. En 2002, l'un des comités de la FDA accorde la fast track et Merck lance les études de fast track. Donc on voit que ça a été très rapide. En 2002, on lance les études de fast track qui, je rappelle, sont les seules études qui permettent de conclure à l'efficacité d'un traitement. En 2005, moins de 3 ans plus tard, Merck soumet déjà toutes ses données pour son BLA, en fait, qui est le review en fait, auquel vont procéder les autorités de régulation. En 2006, le VRPBAC se réunit, vote, accorde et décide en fait d'accorder, que l'AMM mérite d'être accordée. Le review définitif sort, et en 2008, il y a eu encore un complément qui a été. Donc ça a été à toute vitesse. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont, ça a été très très rapide. Alors, pour le vaccin anti-HPV, la question qui se pose au moment où on veut designer une étude, c'est quel est le bon endpoint, c'est-à-dire le bon critère clinique, et quel est le bon primary outcome, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on réussisse à démontrer dans l'étude, et quels sont les bons secondary outcomes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on hiérarchise les priorités au niveau de ce qu'on veut montrer. Alors, ces autorités ont dû y répondre en 2001. Il y a eu un meeting au mois de novembre. Et avant ce meeting, ces membres ont reçu ce qu'on appelle des briefing documents, c'est-à-dire il y avait des présentations PowerPoint, des choses sur le cancer du col, l'épidémiologie des HPV, et les tests qui existaient aussi pour faire le typage de HPV. Alors un de ces documents est extrêmement intéressant, j'y viendrai après. On leur demandait à la fin de cette réunion d'identifier l'endpoint les plus pertinents au plan clinique et de se prononcer sur l'opportunité d'une fast track. Donc il y avait une double mission qui leur était demandée suite à ça. Alors ce document, il est très intéressant parce qu'il fixe d'emblée que de limiter le primary outcome uniquement au HPV ciblé par le vaccin, c'est-à-dire est-il efficace contre des lésions ou des infections persistantes dues à ces deux HPV, fournirait une efficacité exagérée du vaccin. Car en fait, c'est la prévention on aura une autre estimation si l'endpoint, c'est-à-dire le critère, reflète les maladies causées par l'ensemble des HPV. Donc cette question, comme vous la donnez Jean-Pierre Spinoza en réponse, déjà en 2001, les autorités de régulation se la posent. Donc c'est pas nous après coup, parce qu'on a l'esprit de contradiction et puis qu'on déteste les laboratoires, en fait, qu'on demande en fait à faire ça, c'est quelque chose, c'est une interrogation fondamentale par rapport à l'épidémiologie des HPV. Et il se précise aussi que la prévention de tous les cancers associés au HPV est le but ultime d'une vaccination contre le HPV. Mais là, l'AFDA fait une erreur rhétorique énorme, et qui est presque une espèce d'erreur originelle, c'est de là dont tout est parti, on se retrouve à la situation où on est aujourd'hui, et dit il sera également important, en analyse secondaire,
de voir quelle est l'efficacité du vaccin contre l'ensemble des lésions dues à tous les HPV. Donc la FDA tend vraiment une perche énorme en fait à dire c'est pas grave si on n'arrive pas à prouver ça en critères primaires. Alors cette erreur transforme d'emblée ce qui devait être le but ultime en secondary analysis. Donc je vous rappelle, au début je vous ai dit au niveau de la valeur, une secondary analysis est beaucoup moins importante qu'un primary outcome. Et ça augure de la situation qu'on a actuelle, c'est-à-dire ce qui aurait dû être le critère de jugement principal n'est plus qu'un outcome parmi d'autres dans un essai observationnel de phase 4. Donc les essais de phase 4, c'est ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire on observe des populations dans lesquelles on vaccine, mais on observe, on ne fait plus d'études prospectives randomisées, donc on est à un beaucoup moins bon niveau de preuve. Et on n'attend pas ces résultats avant 10 ans. Mais en attendant, on vaccine. Alors, ce qui ressort aussi des procès-verbaux de ce meeting, de ce fameux meeting de 2001, c'est que la question de la fast track met aussi ses experts sous pression. C'est-à-dire qu'elle influence le choix des endpoints, la taille de l'échantillon, parce qu'il faut faire quelque chose qui soit réalisable en peu de temps. C'est ça en fait, si on entre en matière sur une fast track. Et puis, il y a aussi un élément qui vient, et ça j'en viens à la toute première dia que je vous ai montrée avec toutes des flèches partout, c'est que les NIH, aux États-Unis, sont également co-détenteurs des licences, des brevets sur les vaccins anti-HPV. Vu qu'il y a eu deux des découvreurs en fait, des VLP, c'est-à-dire de la technologie qui sert à fabriquer le vaccin, étaient dans des universités américaines. Donc, en fait, la FDA est là dans une légère situation de conflit d'intérêts. Ensuite, ce qu'il relève, ces experts, c'est qu'une procédure accélérée, ça implique de se concentrer uniquement sur des critères associés au HPV 16 et 18, alors que si on avait une procédure standard, on s'occuperait de regarder la validation de l'ensemble du bénéfice. Et ils lisent d'autres problèmes qui sont ceux qu'on a listés aussi, le problème des remplacements, le problème des filles déjà porteuses. Le problème, c'est qu'on ne cible pas qu'une population à risque, ce qu'on faisait par exemple au début aux États-Unis avec la vaccination contre l'hépatite B. On ciblait les toxicomanes, les homosexuels et le personnel de santé, mais on ne vaccinait pas tout le monde. Et là, en fait, on part du principe qu'on va vacciner toutes les petites filles dès 9 ans. Ils disent qu'il faudra une réduction significative de toutes les signes 2, et ils relèvent qu'une fois, outre les problèmes de sécurité, qu'une fois que le vaccin sera homologué, vous ne pourrez plus faire d'essais randomisés prospectifs. Ça n'est plus possible une fois que le vaccin est homologué. Parce que dès lors que vous avez homologué un médicament que vous avez admis qui servait à quelque chose, donc vous ne pouvez pas dire, bon ben maintenant avec nous on va faire un essai, ma foi, 50-50, c'est soit vous recevrez quelque chose qui sert à quelque chose, soit vous recevrez quelque chose qui sert à rien. Vous ne pouvez plus le faire, en fait, éthiquement. Donc, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, les signes de 3+, c'est un bon endpoint. En revanche, la grande erreur, ça a été d'entrer en matière sur la fast track, parce que le cancer du col n'est pas le sida, parce qu'il est déjà prévenu. Le primary outcome aurait dû être l'efficacité du vaccin sur l'ensemble des lésions. Et le secondary outcome, c'était typer les lésions dans la population per protocole pour s'assurer qu'elles ne sont pas dues au HPV 16 et 18 chez les vaccinés. Ça aurait été ça. Et là, avec le secondary outcome, on expliquait pourquoi on a cette réduction. On a cette réduction de toutes les HPV parce que 16 et 18 ont été mis hors circuit. Alors, les résultats de 2006, ce sont ceux que vous a présenté Jean-Pierre Spinoza. D'abord, Merck ne les livre que pour la population per protocole qu'à la demande, parce que le CBR lui demande donnez-les nous. Et ils manœuvrent, ça ressort aussi des procès-verbaux de ces discussions en 2006. Ils disent bon bah oui c'est vrai, on n'atteint pas la significativité statistique, mais c'est parce que les essais n'ont pas duré assez longtemps. C'est parce qu'on a un problème de population, parce qu'on a des filles qui sont porteuses. Et puis on a un problème, c'est qu'on n'a pas l'équipement logistique pour typer tous les HPV. On a seulement l'équipement logistique pour typer 16 et 18. Donc on ne sait pas si les filles sont porteuses d'autres HPV à haut risque. Alors, dans le review que fait la FDA et qui est publié un mois plus tard, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été changées par rapport à ce que la FDA avait conclu comme accord au départ avec le fabricant. Au niveau de l'addition d'un endpoint, le changement des populations, et puis de la méthode d'analyse.
Et de nouveau, c'est la même chose, on dit oui, c'est parce que la population est plus compliquée qu'on pensait, et puis parce qu'on n'a pas l'équipement logistique pour typer tous les HPV. Et alors on voit que on ne fera plus comme spécifier une analyse per protocole de l'efficacité du vaccin sur l'ensemble des HPV, mais sur une population qu'on compose un peu comme on veut, et là je n'exagère pas parce que comme vous a montré Jean-Pierre Spinoza, la définition de ce groupe Restricted Meat de Population a changé à peu près 12 fois, donc on y met à peu près ce qu'on veut. Et alors la raison invoquée, c'est de dire, voilà, on n'a pas dit assay, c'est donc cet équipement pour typer les HPV. Et la deuxième, c'est qu'en fait, c'est un intérêt finalement à long terme pour la population. Donc c'est pour ça qu'on le fait, on ne va pas faire ça sur la population per protocole, mais sur une population qui ressemble un peu à la population réelle. Alors, dont la lettre, l'approval letter, en fait, c'est l'AMM officielle, la FDA rappelle à Merck qu'on veut ces résultats pour la population per protocole. Merck dit, vous les aurez en printemps 2007, ces résultats n'ont été publiés qu'en mars 2010. En 2008, Merck a encore modifié la définition du sous-groupe HERMIT2. Maintenant, ils ont les assays, l'équipement logistique pour typer 14 HPV. Alors, ils changent encore. Ils ne fournissent toujours pas les résultats pour la population per protocole. La FDA constate que l'efficacité est améliorée, mais qui n'atteint toujours pas les 50 à 70% obtenus. Alors, l'inconnu, c'est pourquoi la FDA a accepté des atermoiements comme ça. Puis pourquoi elle ne leur a pas dit, écoutez, tant qu'on n'a pas ces trucs, la fast track, on la suspend. Alors, on attend les documents qui sont les échanges entre le fabricant et les autorités de régulation. C'est en principe des documents auxquels on devrait avoir accès. Mais théoriquement, on devrait pouvoir déjà trouver les moments, en tout cas dans le temps où ces choses ont été changées. Il y a un site sur lequel tout fabricant qui veut lancer un nouveau produit doit enregistrer le protocole de son étude. C'est un portail qui s'appelle clinicaltrials.gov. Depuis 2005, c'était depuis le Vioxx. Tout essai doit, avant même d'avoir démarré, être enregistré là. Bon, alors c'est vrai que les études futures ont démarré un petit peu avant, mais Merck avait très envie d'être publié dans des journaux, dans des revues à fort impact, comme le Lancet, le New England Journal of Medicine. Et ces journaux ont dit, nous, on ne publie plus rien, tant que si les choses n'ont pas été enregistrées prospectivement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet enregistrement, ce n'est pas seulement pour la façade, tout simplement dire on a fait les choses en ordre, en principe, c'est pour les participants aux essais qui sachent ce qu'on est en train de leur faire. Voilà, alors ce qu'on peut dire, ce que nous on a pu constater, c'est que l'historique des changements intervenus dans ces protocoles, tout est documenté de manière très transparente. Alors, les primary et secondary outcomes ont été ajoutés ou précisés après publication des articles. Ça, c'est quelque chose qu'on a montré. C'est ce qu'avait fait Merck avec le Vioxx d'ailleurs. Là, on n'est pas dans le même cas de figure parce que la FDA a accompagné en fait tous ces effets-là. Mais on peut quand même s'étonner que la FDA, elle a un règlement, puis que l'essai, le grand essai de prestige qu'elle accompagne, qu'en fait elle ne demande pas aux fabricants de respecter ces règles-là. De la même manière, le New England Journal of Medicine, le Lancet, etc. vont publier en 2007 les résultats de Future 1 et 2, alors qu'en fait, ils ne sont pas enregistrés dans les règles-là, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, si vous regardez sur clinicaltrials.gov les résultats en 2007, on ne vous dit rien du primary et du secondary outcome. C'est quelque chose qui est venu après. Puis la loi américaine interdit ça aussi, depuis 2007. Elle prévoit des exceptions, mais j'ai contrôlé, elle ne s'applique pas aux essais de phase 3 de garde d'asile. Donc, on contrevient à la loi. Il y a des pénalités qui sont prévues, qui peuvent inclure des amendes. Donc, voilà, la FDA a laissé faire ça, alors qu'on avait une loi qui fait. Donc, il y a une thèse de doctorat, d'ailleurs, intéressante, qui a été faite, défendue à Paris en 2008, qui a regardé les essais publiés en 2007, voir lesquels étaient correctement enregistrés. Donc, on voit que sur 146 publications, 17 essais n'étaient pas correctement enregistrés, donc sans les critères de jugement, et Future 1 et 2 étaient au nombre de ces études. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Avant de vous dire un petit peu ce qui s'est passé ce matin avec le représentant de la Haute Autorité de Santé, quelques questions pour Catherine Riva. Sachant qu'on va clôturer dans 10-15 minutes maximum, puisque Jean-Pierre Spinoza doit partir impérativement à 5h moins 5. C'est bon ?
Donc je voulais dire que moi je représente une association qui s'appelle l'ADNC, et justement l'ADNC on l'a fait dans le domaine alimentaire. Donc si je suis là, c'est plus parce que le format DEP en fait nous a ouvert la voie. Nous on voudrait faire la même chose que ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine alimentaire. Donc ça c'est hors sujet. Et j'ai vu que vous avez cité tout à l'heure un livre qui explique tout justement sur l'outcome, etc. Voilà, le Kuchra. Donc c'est un très très bon livre. Et tout à l'heure on a parlé d'intervalle de confiance qui était calé de 0 à 44. Et en fait, effectivement, on ne peut pas dire que c'est non significatif, mais on peut dire que quand l'intervalle de confiance inclut un 0, ça veut dire que ça peut être aussi bien le 44 que le 0. Donc en fait, en général, ce n'est pas un traitement qu'on recommande, même si le test a été significatif. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'avoir lu ce bouquin-là, il y a plein de choses, parce que moi je fais une recherche en fait sur le cholestérol et sur les hypolipémiants, et j'ai observé exactement la même chose que ce qu'on vient de nous dire là au terme de journaliste, c'est-à-dire que partout vous voyez des pubs qui vous disent tous les jours le cholestérol est mauvais, par exemple. Et quand vous cherchez dans la littérature, quand vous regardez les choses de beaucoup plus près, vous observez en fait qu'il n'y a pas un bon et un mauvais cholestérol, parce que le cholestérol c'est une molécule qui ne change pas, mais qu'en fait il y a des lipoprotéines, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est hors sujet, mais quand j'ai fait cette recherche sur le cholestérol, je vais bientôt faire un article dans la revue Pratique, je me suis rendu compte que tout était pipoté dès le départ, que c'est toujours les mêmes études qui sont citées, l'étude Lancel Keys, l'étude Finnish Mental Hospitals, alors que c'est des études pourries, au niveau, ça n'avait même pas la route à notre époque, etc. Et c'est quand je vais voir des tests de pharmacie ou de médecine, c'est pareil, c'est toujours les mêmes tests qui sont recités, les mêmes choses, on va dire, consensuelles et critiques. Et par contre, quand il y a des études de population qui ont montré que les acides gras saturés n'augmentaient pas le cholestérol, ou que des populations avec très fort cholestérol avaient des maladies cardiovasculaires inférieures à d'autres populations, là, ces études-là ne sont jamais citées. Donc ce que je voulais dire, c'est que moi, si je suis venu aujourd'hui ici, c'est parce que je voulais avoir un petit peu les états de votre recherche, parce que je pense qu'en termes de... Il y a d'autres domaines, évidemment, où on voit que les laboratoires, vous avez cité Vioxx, alors je ne sais pas ici si tout le monde connaît Vioxx, mais Vioxx, il y a eu des centaines de victimes, dont on pense qu'entre 30 et 50% ont eu un accident cardiaque, donc sont morts. Donc c'est quand même des centaines... C'est des milliers de victimes. C'est des 30 000 à 50 000. Oui, c'est ça, une dizaine de milliers. 30 000 à 50 000. Aux États-Unis. Aux États-Unis seulement. En France, il y a eu 0 mort. En France, c'est comme Tchernobyl, Voilà, ça s'est arrêté à la frontière. En France, le Vioxx n'a tué personne. Voilà. Donc ça, c'est très important de le dire. Zéro mort. Voilà, il y a eu des millions de personnes qui ont pris le Vioxx aussi en France, mais par contre, on ne sait pas si quelqu'un est mort du Vioxx en France. L'isoméride non plus. Voilà. Donc c'est quelque chose qui... Et moi, je veux dire, voilà, je vois la même chose, mais au niveau de l'agroalimentaire. Vous avez tous les jours une pub qui vous dit « Prenez cette margarine ». Quand moi, j'ai cherché sur les études qui montraient que cette margarine qui baissait le cholestérol avait un impact, j'ai trouvé une maladie qui s'appelle la bêta-cytostérolémie. Peut-être que cette margarine augmente certaines maladies, mais ça, on ne le trouvera jamais dans la presse. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre intervention, ce qui montre bien que ce qu'on a fait aujourd'hui, bon, ici c'est le garde d'asile, mais ça pourrait être les antihypertenseurs, les hypocholestérolémiants, les anti-Alzheimer. Alors de plus en plus, on parle de ces produits-là. Le problème de fond, c'est évidemment la formation médicale continue et même maintenant la formation médicale initiale, puisque l'industrie pharmaceutique est rentrée de plein pied dans les universités, dans les facultés. C'est un autre débat, mais c'est évidemment, nous adhérons tout à fait à votre discours. Comme on est un petit peu pressé par le temps, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé ce matin. Alors ce matin, l'objectif était quand même, puisqu'il y a eu une saisine officielle, même si monsieur le représentant de la HAS dit qu'il n'est encore pas au courant, mais le courrier met énormément de temps, je pense que vous le savez, entre le ministère de Xavier Bertrand et la Haute Autorité de Santé. Une saisine officielle du gouvernement demandant au Haut Conseil de Santé publique et à la Haute Autorité de Santé de réévaluer en gros l'intérêt de cette vaccination. Le but de ce travail de ce matin était d'être d'accord sur un certain nombre d'items, sur un texte que certains ont, parce qu'il a circulé là, que nous mettrons sur site et pour lesquels nous avons beaucoup interrogé le représentant de la Haute Autorité de Santé, qui n'était ni plus ni moins que quand même un des leaders de la Haute Autorité de Santé, en l'occurrence le docteur Jean-Patrick Salle, nouveau directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé publique à la HAS depuis le mois de juillet, donc très récent. Nous avons eu un débat. Alors, un petit mot quand même pour les personnes qui ne sont pas venues, que je considère, pour lesquelles l'absence est vraiment dommage et dommageable, et que je considère personnellement qu'ils ont fait une faute professionnelle de ne pas être venus, au moins envoyer un émissaire. Monsieur Xavier Bertrand m'a écrit qu'il était désolé parce que surbooké, donc il a au moins fait acte d'intérêt par rapport à notre débat de ce matin.
Malheureusement, je lui avais demandé et je lui avais dit qu'il était quand même plus qu'opportun d'envoyer un des conseillers médicaux de ce ministère. Il n'a probablement pas jugé opportun de venir. Monsieur le professeur Arrosso, donc Haute Autorité de Santé, a tout de suite répondu présent, tout de suite, à notre réunion de travail de ce matin. Le professeur Salamon, président du Haut Conseil de Santé publique, qui est donc en charge de réévaluer l'intérêt de cette vaccination. On lui souhaite bien de plaisir pour retrouver tous les documents qui ont été proposés ce matin. Je considère que c'est une faute professionnelle qu'il ne soit pas venu. Il a été nommé à un conseil. Il est censé écouter toutes les sources d'information. Et la lettre qu'il m'a envoyée en disant écoutez, effectivement, on a été saisi d'une demande du gouvernement. Vous verrez sur notre site avant la fin de l'année ce qu'il y en est. Point barre. Et le professeur Fleuret, qui est donc président du comité technique de vaccination, là aussi partie prenante dans la décision qui va être prise au niveau de l'HS et du ministère. Aucun mail, aucune réponse par rapport à l'invitation. Le professeur Maraninchi, nouveau directeur de l'AFSAS, qui s'appelle... Pardon Maraninchi. Excusez-moi. C'est comme les gnocchis. Aucune réponse de sa part. Or, il me semble quand même qu'on parle un petit peu de guerre d'asile actuellement dans les médias au niveau des effets indésirables, ce qui a priori pas notre fer de lance, mais je pense quand même que c'est être complètement aveugle et sourd et de ne pas au moins demander, au moins proposer un début de réponse. Moi, j'ai personnellement de plus en plus de notifications, encore il y a 2 jours par mail de quelqu'un de Guyane que je ne connais pas, des notifications, des problèmes, peut-être dus à ce vaccin. Quand on écoute les discours des uns et des autres, on peut estimer qu'il y a peut-être effectivement quelque chose qui se passe. En tous les cas, l'AFSAP, ça fait acte non pas de présence, d'absence, ça fait acte d'absence, je le regrette, et je considère ça comme une faute professionnelle également. Nous avions invité aussi, et c'est ouvert à la presse ce matin, nous avions invité quand même la revue Prescrire, qui n'a pas souhaité venir, qui n'a pas répondu présent. Je le regrette aussi, parce que je pense que c'est un média qui a été très médiatisé et qu'on porte au nu. En l'occurrence, concernant ce thème de la vaccination, je pense que la revue Prescrire n'est pas fiable dans ce qu'ils ont écrit. Et je regrette vraiment que la revue Prescrire n'ait pas assisté, au moins cet après-midi ou ce matin, à notre réunion de travail. Alors, nous avions proposé à M. Sade de signer. En fait, on lui demandait quelque chose d'énorme ce matin. On lui demandait de signer au nom de l'HS la saisine, c'est-à-dire un texte que je pourrais vous envoyer par mail si vous me laissez le temps de reprendre les consultations dès demain à 13h, parce que je prends 2 heures après mon arrivée d'avion, je reprends les consultations, laissez-moi la semaine, et si vous m'envoyez un mail, je vous l'enverrai en priorité à vous, et on mettra sur le site dans 10-15 jours, fil.dechazone, @gmail.com, vous m'envoyez un mail, je vous mets exactement le texte qui a été proposé à l'Haute Autorité de Santé ce matin. C'est un texte qui va être envoyé de façon très officielle, par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux différentes personnes invitées ce matin. C'est un texte qui a été travaillé longuement, des nuits entières, par nous 4, où tous les mots sont importants. Alors, M. Salle, qui a le courage, je pense que c'était courageux de venir de sa part, parce que ce n'était pas évident. C'est vrai que c'était difficile pour lui de prendre une position au nom de la HS quand même. Néanmoins, on a eu affaire à un monsieur très, comment on pourrait dire, très attentif à ce qu'on a dit. Je ne suis pas sûr qu'il ait les coudées, qu'il ait l'indépendance, pas l'indépendance lui-même, mais l'indépendance au niveau de la HS par rapport à sa hiérarchie, qui est en l'occurrence le ministère de la Santé, tout simplement, même si c'est une autorité en théorie indépendante. Je crois que le jour où il ne sera plus directeur de la HS, président de la HS, il pourra parler de façon différente, avec en ligne de mire évidemment les conflits d'intérêts. Je suis ravi d'ailleurs qu'au même titre que ce matin, nous n'avons pas parlé des conflits d'intérêts, c'est le monsieur de la chaise qui a parlé de lui-même des conflits d'intérêts. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé, cet après-midi, nous n'avons pas parlé des conflits d'intérêts. C'est vous-même qui avez énoncé. Alors, ça, c'est bien. Après, ce n'est plus notre travail de savoir si ces conflits d'intérêts ont joué ou pas. Madame Castaigne avait prévu de partir, elle avait un train. Néanmoins, on pourrait dire énormément de choses sur son absence de conflit d'intérêts, mais comme elle n'est plus là, on ne la câblera pas à son absence. Voilà, on a peut-être 5 minutes, si vous êtes d'accord, pour quelques questions, et peut-être, monsieur le député, que je remercie. Pour présenter le
Parce que même si on l'a pas, il faut quand on ait des choses à Alors, dire à nos lecteurs. En fait, je voudrais, oui, mais alors, je vous dis en gros. En gros, c'était répondre oui, non à 21 questions concernant en fait ce qui a été évoqué par nous quatre. Je vous l'enverrai, je vous assure. Envoyez le mail, c'est trop long et je pense que M. Mapp pourrait conclure parce que Jean-Pierre a un qui l'attend là. Alors, non, mais en fait, on lui avait mis le couteau sous la gorge et il était évident qu'il ne pouvait pas signer. Mais néanmoins, il a été très attentif et je crois qu'il va le transmettre. En tout cas, je vous transmettrai. Alors, on lui a demandé, de façon très officielle, de le transmettre aux autorités sanitaires. Il a dit que ce n'était pas sa prérogative, et là, je crois raison. Lui, on lui demande un travail de réévaluation de cette vaccination. En Île-de-Mire, c'était évidemment le déremboursement, et dans un second temps, la suppression, alors on ne peut pas supprimer, la mise en stand-by de l'AMM qui se fait au niveau européen. On ne peut pas trop demander à ce monsieur Salle. Déjà, il est venu, et donc ce texte, je vous l'enverrai promis avant la fin de la semaine si vous m'envoyez un mail vide, enfin un mail même pas vide d'ailleurs, il peut être plein. Par retour de courrier, et je propose de conclure encore en remerciant monsieur le député qui, je pense, nous a ouvert la voie, et je pense que c'est une affaire qui n'est pas finie. Il y a l'affaire Mediator, l'affaire garde d'asile, l'affaire Actos, l'affaire anti-hypertenseur, l'affaire. Enfin, voilà, qu'il y en a tout le temps. Et je vous laisse la parole, monsieur Gérard Valle. Bon taxi. Merci. Lorsque on a commencé à parler du garde d'asile, c'était avant tout sous l'angle de conflit d'intérêts pour l'affaire du fonctionnement du groupe de travail de la HAS sur la question de la prévention du cancer du col. C'est là que, à l'occasion d'ailleurs de votre venue pour l'audition à la mission, vous m'aviez parlé de ça et donné quelques documents que j'avais regardés et j'avais écrit au précédent directeur de la HAS qui était le professeur Debos. Et puis on en parle de temps à autre. Et il y a une quinzaine de jours, le directeur régional de Sanofi, qui est de Bordeaux, mais qui a la famille à Toulouse, est venu me voir, moi, dans ma mairie, un samedi matin. Il me dit, mais vous semblez avoir dire du mal de notre vaccin. Vous savez, il m'a apporté l'étude australienne, en me disant que vraiment, et puis une autre étude aussi anglaise, je crois. Il parlait des condylomes anneaux, et puis l'étude australienne, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça m'a rappelé la visite que m'avait faite Corinne Moisan, qui est la déléguée des laboratoires Servier pour les institutions publiques, et Michel Hanoun, qui était venu me voir, Hanoun, pardon, je confonds avec le leader libanais, Michel Hanoun, le médecin, ancien député, qui était venu me voir en octobre dernier pour me dire, mais qu'est-ce que tu as, il me tutoie quand tu appelles, qu'est-ce que tu as contre le laboratoire Servier? Et j'ai dit, je vais vous montrer. Alors je leur ai montré les premières réponses complètement mensongères qui avaient été faites par des gens de chez Servier à des questions posées par des médecins. Voilà, et ça m'a rappelé ça. Bon, mais cette visite est donc passée, et puis commence à sortir un certain nombre de choses maintenant sur le garde d'asile. Alors j'ai fait moi une tribune dans Marianne.fr simplement pour essayer de relancer un débat en matière de santé publique, en disant il faudrait réouvrir ce dossier en fonction de tel et tel attendu, parce que j'avais été choqué en voyant passer une publicité à la télévision pour le garde d'asile. Et puis à partir de ça, on en a trouvé d'autres, et notamment dans le Nouvel Observateur de mars 2011, en mars 2011, il y a une publicité aussi pour le garde d'asile, et en face, un médecin qui intervient en expliquant tout bien qu'il pense de la vaccination, une dame, je ne me rappelle pas son nom, sans donner bien entendu ses conflits d'intérêts. J'ai d'ailleurs signalé ça à la direction de l'Observateur en disant qu'il faudrait peut-être que vous revoyiez, parce que vous avez été la vedette du débat dans la nuit de mercredi à jeudi, la publicité dans le Nouvel Observateur pour le garde d'asile. Et je l'ai renvoyé à cet arrêté de l'AFSAPS qui avait interdit une publicité déjà parce qu'elle était mensongère par rapport aux données scientifiques dont on disposait. Voilà. Et puis quand j'ai su que ce matin, il y avait beaucoup d'intervenants qui n'étaient pas venus, j'ai écrit ce matin même au directeur général de l'AFSAPS, en écrivant aussi à M. Van Rockeghem, qui est le directeur général de l'UNCAM, en lui demandant la même chose que j'avais demandé pour le Mediator, c'est-à-dire de faire une étude pharmaco-épidémiologique. Maintenant, il y a suffisamment de cohortes pour voir ce que sont devenues ces personnes en matière de risque. J'ai été choqué par le fait que depuis 15 jours que cette tribune est passée dans Marianne.fr, ce qui est quand même relativement confidentiel,
mais j'ai été moi aussi frappé par le fait que j'ai plusieurs familles qui m'ont écrit en me décrivant le calvaire de leur fille. L'une qui me dit j'ai envoyé ma fille pour avoir un certificat pour pratiquer du sport. Le médecin nous a persuadé de la vacciner. 15 jours après, il y avait une maladie auto-immune, une première manifestation. Et, voilà. Et puis après, c'est le déroulé dramatique des choses. Alors, tout ceci pour dire que j'ai eu aussi un débat avec le ministre dans la nuit à propos d'un amendement que nous avions déposé pour l'interdiction des publicités radio-télévisées pour les vaccins qui bénéficient d'une dérogation, alors que pour les autres c'est interdit. Les produits de santé à prescription médicale ne devraient pas avoir de publicité grand public de la part des laboratoires. Et là il y a une dérogation, il m'a répondu que c'était européenne, donc il ne pouvait rien y faire. Mais dans ce débat, il est bien clair que cette affaire du Mediator, on dit qu'il y aura un avant et un après Mediator, ça ne pourrait pas se reproduire, mais quand on déroule un peu l'histoire actuelle, parce que là c'est plus le Vioxx qui est retiré, c'est plus l'Avandia qui est retiré, c'est plus l'Actor sur lequel on a quand même un petit peu agi. Maintenant c'est une histoire qui se déroule actuellement. Et on s'aperçoit que les alertes, que les œils critiques, que les critiques sur les conflits d'intérêts, que tout ce qui a des intérêts commerciaux, hein, tout ce qui a fait que pendant des années et des années, le Mediator aussi est resté sur le marché, mais en matière de vaccination, ça ne changera rien. Voilà. Et moi je me rappelle très bien aussi que pendant la vaccination pour la grippe A, on se heurtait à des conflits d'intérêts au plan européen et au plan de l'OMS, et que là aussi les choses pour le moment n'ont pas beaucoup bougé. Donc tout ça, c'est une histoire qui va se prolonger très certainement, et je revis un petit peu les mêmes choses en ce moment en matière de santé alimentaire, avec le bisphénol, mais là on semble avoir quand même des progrès, et avec l'aspartame, sur lequel aussi c'est pas clair du tout. Moi, je ne sais pas ce que fait l'aspartame, l'étude de Sofriti, mais au moins on a des données, on est accès aux données, on n'a même pas accès aux données. Voilà. Je Donc, pourrais tout ça, compléter ce que beaucoup vous de dites travail. par les prochains scandales qui vont arriver. Avec, on parle du plan Alzheimer, mais ce que nous annonce, et c'est certainement quelqu'un que vous connaissez puisque c'est le professeur Bégaud qui est de Toulouse, qui nous annonce un scandale, un scandale bien plus important que le Mediator, puisque les populations concernées seraient certainement multipliées par 10, voire peut-être par 100. Ouais. Mais alors, le professeur Bégaud, il va être très très critiqué parce qu'il a fait paraître ça dans Science et Avenir avant que la publication dans la revue scientifique soit faite. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Il n'y a pas de publication. Oui, mais ce scientifique, qu'il dit, c'est quand même il vrai. faudrait, ça pourrait être quand même un petit peu pour masquer les vrais problèmes avec les anti-Alzheimer qui sont les Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je voudrais donner une petite précision, c'est que j'ai invité le laboratoire Sanofi à être présent, par lettre recommandée. Ils ont accusé réception, aucune nouvelle. Donc le laboratoire Sanofi a estimé qu'il n'était pas utile qu'il vienne à notre réunion de cet après-midi. Voilà. Alors, on a invité, pourquoi on a invité, peut-être Catherine, tu veux répondre à cette question? Alors, Jean-Pierre Spinoza et moi, on a travaillé surtout, en fait, c'était pour des raisons simplement de chronologie. On a travaillé en fait avant tout sur le Gardasil. Les études de phase 3 concernant le Cervarix ont été, dans les études Patricia, n'ont été publiées que, je crois, 6 mois, non, même moins, 4 mois en fait, avant qu'on ait le délai de révision du livre. Donc, à ma connaissance, la meilleure analyse qui a été faite des études Patricia, elle est dans Arznei Telegram, donc bon, il faut lire l'allemand. Mais les problèmes qu'il y a ont été récupérés. Et c'est vrai que nous, on a écrit notre livre pour un public suisse. Et le Cervarix n'a reçu son AMM en Suisse que 3 ou 4 mois après que notre livre soit sorti. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup étudié le Gardasil. On a très peu étudié le Cervarix. Et c'est vrai que toutes les données qu'on vous a présentées aujourd'hui, elles se réfèrent au Gardasil, donc aux produits de Sanofi. Donc c'est vrai qu'en fait on n'avait pas, c'est prioritairement de ce vaccin-là qu'on a parlé, aussi parce qu'en fait c'est lui qui a inauguré toute cette nouvelle manière de faire de la vaccination
un potentiel à blockbusters. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été innové avec le garde d'asile. Avant le garde d'asile, la vaccination, ça rapportait pas un clou. C'était le parent pauvre de la recherche et développement. Donc, c'est la première fois en fait que un vaccin rapporte à son fabricant passer $1 milliard par année. Donc c'est vrai que Merck a été très innovant avec le garde d'asile au niveau de ses stratégies, au niveau justement d'arriver à obtenir une fast track. Enfin, c'est des exploits en termes dans l'univers pharma. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, sur Cervarix, en fait, on aurait assez peu de choses à dire, hein, mais il y a des points problématiques aussi. Il y a un nouveau type d'adjuvant, il y a des choses qu'on relevait des revues indépendantes comme Arsenal et Telegram concernant la conduite des études. Donc voilà, enfin, c'est pour cette raison que Philippe de Chazon avait décidé s'il fallait faire représenter les fabricants, qu'on se limiterait à Sanofi Pasteur. Excusez-moi, mais la vaccination contre l'hépatite B a été aussi un vrai montage. Oui, sauf que bon, sauf erreur si mes prix sont exacts, le garde d'asile coûte 10 fois plus cher que le vaccin contre l'hépatite B. Oui, mais donc il y a on est quand même millions pas... et des millions et des millions de gens vaccinés, à tort. Mais on n'est pas dans le même ordre en termes de D'accord. on n'est pas dans le même registre. Alors, je ne sais pas ce qui découlera de nos deux réunions. Ce qui est sûr, c'est que les autorités sanitaires ils rêvent d'élargir cette vaccination à la jeune fille encore plus jeune, jusqu'à 9-8 ans, et aux garçons, et pourquoi pas après 25 ans. Donc voilà, nous en parlions. L'objectif, c'est en fait de vacciner la moitié de la Terre d'un vaccin qui n'est pas forcément très utile, au moins dans nos populations. La Terre, s'il y a des hommes aussi, ici après, ça sera toute la Terre. Philippe, est-ce que je peux enfin poser une question? Oui, Au moins une. juste une info. Petite info de la part de l'éditeur pour éviter des questions en répétition. Donc je ne sais pas si tous les journalistes présents ici ont reçu en service de presse ou l'ont demandé l'ouvrage de Catherine Riva et Jean-Pierre Spinoza, La piqûre de trop. Vous pouvez l'obtenir en vous adressant à moi tout à l'heure. Je veux souligner un point qui est important, c'est que nous avons fait ce livre à la suite d'un autre ouvrage qui était cette fois-ci d'un auteur français et qui concernait un problème spécifiquement français dans son contexte international et qui était la vaccination H1N1. Il s'agissait du livre de Bernard Duguay qui était intitulé H1N1, la pandémie de la peur. Et effectivement, de H1N1 à HPV, on retrouve certains modèles de fonctionnement qui sont entre l'économie, la pharma, la politique et la propagande, disons. Voilà, c'était la précision nécessaire pour que vous ne soyez pas perdus avec cet ouvrage, qui est paru par ailleurs en mars 2010. On va prendre une dernière question, Catherine Dormar, et on sera obligé de clôturer. Docteur Dormar Catherine, je suis médecin généraliste, j'ai un tout petit bien d'intérêt parce que j'ai demandé à 2 labos de me fournir pour une formation que je fais dans 10 jours, des patchs et puis des anneaux vaginaux. Enfin, bon, oui, monsieur le député Gérard Bach parle dans sa lettre de surveillance renforcée. Moi, j'aimerais savoir si vous avez connaissance d'une surveillance, parce que là, ça fait appel, si vous voulez, aux effets indésirables, je pense. Et je voulais savoir s'il y avait une cohorte, si la cohorte des femmes vaccinées était réalisée, était suivie, et sur quels critères. En avez-vous connaissance? Je ne crois pas, c'est ce que je demande dans la seconde partie de ma lettre, qu'il y ait une cohorte qui soit organisée. Même si on a décrié, moi-même et le docteur Philippe de Chazourne, la recommandation sur le dépistage du cancer du col utérin, parce que c'était surtout à cause des conflits d'intérêts. Le contenu même, on avait réussi à obtenir en fin de cette recommandation le principe, effectivement, que très vite, cette surveillance de l'accord de ces milliers de femmes, maintenant, soit faite. Et puis, voilà. Donc, je vous demande d'y être très attentif, monsieur le député. Sur la cohorte, il y a un plan de gestion des risques. Oui, il y a un plan de gestion des risques. Il y a un plan de gestion des risques. Avec les le labo grossesses. s'est engagé à faire quelque chose. Avec les grossesses, tout, enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein.